bienvenue. Merci d'être tous présentes et présents pour ce lancement sur la démarche des États généraux. Nadia Cardin, coordonnatrice du collectif des partenaires en développement des communautés, très heureuse, très fébrile, un brin nerveuse, mais surtout très, très contente de voir ce super engouement sur cette démarche du lancement des États généraux. On est plus d'une centaine de personnes là, qui est attendue pour le lancement. Puis pour moi, vous représentez cette belle diversité des actrices et des acteurs du développement des communautés au Québec, de tout palier, de toute région, de différents secteurs. Donc pour moi, c'est très, très encourageant, positif. Puis c'est très le fun après un an avoir travaillé sur la démarche des États généraux collectifs de voir que tout ça prend forme. Donc, afin de mieux apprécier le déroulement, le lancement, je vous suggère de mettre votre affichage en mode intervenant. Vous allez voir que j'ai une présentation qui est intégrée à même mon écran. Donc, pour être sûr de bien pouvoir la lire et la voir, je vous suggère de mettre en mode intervenant, de fermer vos micros aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le clavardage tout au long du lancement. Donc, le déroulement du lancement va comme suit. Avant de vous parler de la démarche des États généraux, du développement des communautés, de vous présenter 5 panélistes qui nous parleront d'apprentissage et de comment bâtir des communautés plus résilientes pour l'avenir. Je vais aussi vous présenter le collectif des partenaires en développement des communautés qui est derrière cette grande démarche-là. Quoi de mieux pour parler pour comprendre le collectif que de connaître mieux son histoire? Un instant, j'ai un petit problème technique. Donc, comprendre et connaître le collectif, c'est s'intéresser à son histoire. L'opération Veille et soutien stratégique a produit cette bande dessinée réalisée à partir de l'historique du collectif des partenaires en développement des communautés de 2007 à 2017, qui a été réalisée par la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire et le collectif des partenaires en développement des communautés. Une production, comme je le disais, de l'opération Veille et soutien stratégique réalisée par Atelier 10, scénarisation Vanessa Alnotte et Myriam Thériault et illustration et typographie Claude Loulan. On tient à travers cette BD qui présente l'historique du collectif, remercier tous les partenaires du collectif des partenaires en développement des communautés, tous ceux qui ont participé à la création de cette BD. Et aussi, elle est dédiée à Bill Ninac pour toute sa collaboration et sa contribution au collectif, mais aussi au développement des communautés au Québec. Dans les années 2000, le Québec voit émerger une multitude d'initiatives visant un développement plus intégré, mais surtout et sectoriel des communautés. Devant cette réalité, grâce à une poignée d'individus animés par le désir de créer des ponts, un groupe de réflexion est mis sur pied en 2007. Rapidement, 2 grandes questions se posent à ses membres. Sommes-nous un regroupement informel d'échange ou plutôt un espace structuré d'influence et d'action? Est-ce qu'on agit ici en notre nom ou au nom de notre organisation? Avec le temps, de nouveaux membres grossissent les rangs et la composition du groupe change. Les partages d'expériences sont appréciés, mais certains souhaitent un espace plus structuré, un rôle plus actif auprès des décideurs. On se demande aussi est-ce qu'on continue à apprendre à mieux se connaître, comment on est capable d'avoir une structure qui permet d'influencer les politiques publiques. Une première tentative est faite en 2010 afin de créer un espace plus formel, mais elle ne rencontre pas les succès escomptés. Les intérêts organisationnels de tous et chacun ne sont pas toujours compatibles avec un projet collectif d'une telle envergure, mais la graine est semée. Pendant quelques années, les activités du groupe de réflexion, maintenant animé par Communagir, reposent donc surtout sur ce qui fait le plus de consensus, les analyses communes, la discussion, du partage. Mais petit à petit, les rencontres s'espacent. Il y a une certaine démobilisation. On se demande s'ils ne nous demandent pas certains joueurs. On a l'impression de tourner en rond, mais le comité continue d'évoluer et à réfléchir à la meilleure direction à prendre. L'élection du gouvernement libéral de Philippe Couillard en 2014 rallie à nouveau les troupes qui craignent les contre-coups des mesures d'austérité. Celles-ci ont l'effet d'un tsunami sur la capacité des territoires à s'organiser. Disparition des lieux de concertation, fin de certaines enveloppes budgétaires, resserrement structural du réseau de la santé, les acteurs et actrices sur le terrain voient leurs repères chamboulés, d'aucuns redoutent un retour au travail en silo. Face à ce nouveau contexte, les membres du comité de réflexion veulent favoriser une plus grande solidarité entre les organisations. On se sent enfin prêt à prendre position sur la place publique pour influencer positivement les nouvelles politiques. En gros, on souhaite mettre à l'agenda du gouvernement le développement des communautés.
Au même moment, l'arrivée de Jean-François Aubin comme animateur de la démarche renforce le virage du groupe de réflexion vers l'action collective. Il est plus que temps de se structurer puis de travailler sur des mandats clairs, promouvoir et positionner le développement des communautés auprès des pouvoirs publics et privés, être un lieu d'échange et de réflexion, favoriser le partage et la collaboration. On met de l'avant un cadre de référence, un plan d'action, un comité de coordination et un poste de coordination à temps partiel. On précise aussi davantage les principes et les valeurs du collectif, l'équité, la justice sociale, le respect des différences et des dynamiques de chaque territoire, la durabilité des actions, la concertation et la mobilisation, la participation citoyenne, le développement de la capacité d'agir des individus et des communautés. Autre changement notable, l'association d'individus devient un collectif des partenaires en développement des communautés. Ce qui soulève une nouvelle question. Le regroupement est-il un collectif d'acteurs ou un acteur de collectif? Rapidement, on s'est positionné comme un collectif d'acteurs. C'était important pour nous de respecter les limites de chacun. Par exemple, ce ne sont pas toutes les organisations membres qui ont adopté formellement le cadre de référence, mais ça n'empêche pas qu'on se mobilise ensemble sur certains enjeux, comme c'était le cas en 2015 avec la lettre envoyée à Philippe Couillard en réponse aux mesures d'austérité. À partir de 2017, le regroupement passe peu après d'une phase de structuration à une phase de consolidation. Il y avait encore certaines tensions, mais ça fait partie de l'ADN du collectif, puis ça renforce le collectif. Après le tumulte des années Couillard, le collectif renoue avec son rôle d'échange et de réflexion, même s'il poursuit son travail de sensibilisation, notamment auprès du monde municipal. Il devient aussi porteur de l'opération Veille et soutien stratégique, un projet qui vise à produire des analyses sur les transformations en cours pour soutenir les acteurs et les actrices du développement des communautés. Claude Champagne, le nouvel animateur de la démarche, s'intéresse en outre aux stratégies à mettre en place. Il fallait se demander ce que ça implique de communiquer en tant que collectif et non comme organisation. Depuis 2019, le collectif bénéficie enfin d'une coordination à temps plein et d'un financement sur plusieurs années assuré par la Fondation Lucie André Chagnon. C'est aussi l'arrivée, la naissance du projet, la démarche des États généraux qui vise à dresser un portrait du développement intégré sur le territoire québécois pour concrétiser son essor dans un avenir reproché, parce que plus que jamais, les prochaines années seront cruciales pour le Québec, mais aussi pour l'affirmation du collectif en tant qu'acteur incontournable du développement des communautés. Le contexte actuel est sans précédent et ne cesse de se transformer. Changement climatique, tensions raciales et luttes autochtones, la pandémie. C'est plus important que jamais d'avoir des espaces comme le collectif qui sont évolutifs et qui nous permettent de réfléchir à l'impact de ces différents enjeux-là. Si son identité s'est développée au fil des ans, celui-ci demeure ouvert en s'adaptant au contexte et aux organisations membres. Parce qu'aujourd'hui, le collectif, c'est un réseau d'une vingtaine d'organisations et d'individus engagés dans le développement des communautés, rassemblés autour d'un cadre de référence, au sein d'un espace d'échange et de collaboration. Aujourd'hui, le collectif, c'est une vingtaine d'organisations nationaux qui ont tous comme point de convergence de travailler en développement des communautés dans leurs différents champs respectifs. Comprendre et connaître le collectif, c'est s'intéresser à son histoire. Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du collectif, sachez que l'ABD est disponible sur le site de l'opération Veille et soutien stratégique. Donc, si vous souhaitez la revoir, la relire et même peut-être la relire avec vos collègues ou la partager dans vos réseaux parce que, oui, elle illustre l'histoire du collectif, mais je suis certaine que certains d'entre vous ont remarqué certaines similitudes avec des comités ou des collectifs qui sont nés dans vos propres territoires. La dernière année, comme on l'a vu dans l'historique du collectif, a bouleversé autant nos vies personnelles et professionnelles que nos organisations. Ça a eu des impacts dans le développement des communautés. Et au collectif, comme vous l'avez vu dans l'histoire, on s'intéresse au contexte qu'amènent ces différents bouleversements et ces transformations-là parce qu'on souhaite pouvoir en tirer des apprentissages afin de développer des communautés plus résilientes. Afin de passer la parole à 5 panélistes qui pourront vous illustrer comment le développement des communautés s'est orchestré à travers la dernière année et comment ils souhaitent développer des communautés plus résilientes. Laissez-moi vous parler un peu des principes du développement des communautés pour le collectif des partenaires. Pour les partenaires, le développement des communautés, c'est un développement qui est ancré sur un territoire et qui souhaite harmoniser les dimensions économiques, culturelles, sociales et environnementales. Pour le collectif, ces 4 dimensions doivent agir en synergie, en complémentarité et aucune n'est supérieure aux autres.
On souhaite un développement qui repose sur des principes dans 3 grandes dimensions, celle des processus, c'est-à-dire comment on favorise la concertation, la mobilisation, les différentes approches qu'on met en place, comment on met en place des conditions de participation qui sont gagnantes, les ressources, les mécanismes, les comités, les assemblées, les comités de sélection, toutes les façons qu'on a de travailler dans nos territoires afin de développer nos communautés. Comment on met en place des processus évaluatifs. C'est aussi tous des principes de la dimension du territoire, du respect des dynamiques locales et de l'équité entre les territoires. Pour les partenaires du collectif, la définition de territoire est faite par les acteurs qui le composent. Donc, c'est tantôt un quartier, une ville, une MRC, mais ça appartient vraiment aux acteurs d'un territoire de le définir. Et dans les principes du volet territoire, c'est le respect des dynamiques locales, de l'équité entre les territoires. Le développement des communautés, c'est aussi une finalité, c'est-à-dire que nos actions portent vers la justice sociale, la participation citoyenne, l'amélioration de la qualité de vie, le développement de la capacité d'agir des individus et des communautés. Sachez que sur le site du collectif, vous trouverez le cadre de référence du collectif qui vient vraiment compléter puis mettre les bases du développement des communautés puis la définition que le collectif en fait du développement des communautés. Mais comme je le disais, quoi de mieux que pour comprendre comment s'orchestre le développement des communautés que de passer la parole à 5 panélistes qui, issus de différents secteurs et de différents paliers afin de bien représenter ce que c'est que le développement des communautés qui se fait au niveau national, régional, local, dans les secteurs environnement, social, culturel, économique. Donc, Christian Bibeau de la CDC de Sherbrooke, Dominique Bernier pour le Front commun de la transition énergétique, Charles Gagnon du chantier de l'économie sociale, Christian Sénécal des arts et de la ville et Jean-Frédéric Bourassa du développement économique et du territoire de la MRC de Masquinongé pourront vous parler de leurs apprentissages de la dernière année et surtout comment ils entrevoient la suite pour qu'on développe des communautés plus résilientes pour l'avenir. Donc, sans plus attendre, quels sont les apprentissages que vous tirez de la dernière année? Christian Bibeau de la CDC de Sherbrooke, je te laisse nous introduire ça. Bien, merci Nadia. Bonjour à toutes et tous. Bon lundi. Donc, sur Planète Sherbrooke, voici comment on a évolué dans la dernière année. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu une pandémie, là, c'est assez récent là, comme histoire. Pour vous dire comment, dans une situation comme celle-là, ça met un test, en fait, ça met nos réseaux devant un certain nombre de situations. À Sherbrooke, je voudrais dire que sans nécessairement être un apprentissage, on s'est quand même redit, on a eu le besoin de se redire qu'un problème collectif ne se dénoue que par des solutions collectives. C'est banal, mais dans un certain nombre de situations, on a parfois tendance à chacun aller un petit peu de son côté, à sa vitesse, en utilisant des réseaux qui sont parfois complémentaires, parfois parallèles, presque alternatifs dans d'autres situations, alors que le problème collectif ne pourra trouver de solution que si nous y abordons donc des solutions collectives. C'est important de se le redire. Sur Sherbrooke, ça a été un des premiers éléments, en fait, qui a mu notre action là, dans la dernière année. Sherbrooke, c'est quand même un réseau de partenaires qui est établi, qui se connaissent depuis longtemps et qui ont donc, sont donc en mesure là, de se rejoindre rapidement, de connecter rapidement sur des enjeux, puis de se parler afin justement de poser des actions communes. Et là, encore une fois, c'est un élément, ça va peut-être être contradictoire ce que je vais dire, mais ce qu'on cherche, c'est des organisations qui soient complémentaires. Ce qu'on cherche, c'est des organismes, des institutions qui ne soient pas nécessairement ensemble au quotidien, mais qui disposent de ces relations-là entre eux. Et pourquoi je nomme ça? C'est parce que même si c'est les institutions qui doivent constituer le ciment de notre action, ça reste que ça repose souvent sur des individus. C'est paradoxal, mais c'est un autre élément sur lequel, dans la dernière année, on a cherché à miser, c'est-à-dire soyons à l'affût du fait que ce ne sont pas les individus qui vont nous amener là où on veut aller, mais ce sont vraiment les organisations, les institutions et les organismes ensemble. Alors ça peut, on y reviendra plus tard, mais nous mettre à l'abri, en fait, de certaines difficultés qui pourraient être vécues lorsque les individus vont et viennent, évidemment, comme on le sait. Donc, je mets en phase beaucoup sur la culture de travail entre les partenaires et etc., qui s'est cristallisée à travers l'action de la dernière année, qui était déjà là et sur laquelle on pouvait déjà compter lorsque le 13 mars 2020 est arrivé et qu'on est tous devant une tempête.
Je termine justement sur cette notion de tempête. Cette relation-là, ce ciment-là, cette fondation-là entre les différentes organisations, organismes, partenaires et institutions, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de se trouver à un moment donné, en français, on va dire le sweet spot, mais on va l'appeler aussi l'œil de la tornade. Donc, se situer dans l'œil de la tornade, ce que ça permet de faire, c'est d'aller dans l'agitation lorsque c'est nécessaire, et l'agitation, elle est nécessaire, mais c'est aussi être capable de se retirer de cette agitation-là pour se situer là davantage dans l'action. Donc, on n'est pas toujours en train de tourner, on n'est pas toujours dans la tempête, dans la tornade, mais on est capable de s'y extraire pour avoir une vision plus globale, pour avoir un moment de pause, pour être capable, comme partenaire, de cibler nos actions. Et là, quand on est prêt, on retourne dans la tornade, on fait avancer les affaires, on s'agite. Et encore une fois, lorsqu'on a la nécessité ou la volonté ou la capacité de faire, on revient dans l'œil de la tornade. Fait que je vous parle de ça parce que dans les apprentissages qu'on a fait dans la dernière année sur Sherbrooke, ce sont tous des éléments qui ressortent à un moment ou à un autre de nos bilans de cette dernière année-là. Et c'est comme ça qu'on se situe aujourd'hui en face vraiment de défis pour demain. Merci, Christian. On va passer la parole à Christian Sénégal. Excuse-moi, je pensais que tu suivrais l'ordre. Je n'étais pas tout à fait prêt, mais ce n'est pas grave. Je suis très, très, très heureux de vous avoir, d'être avec vous ce matin. Écoutez, au niveau des apprentissages qu'on a fait, je vais parler de notre secteur en premier. C'est qu'il y a maintenant une meilleure réalisation de l'importance que la culture peut jouer pour le développement des communautés, surtout au niveau de plusieurs gouvernements de proximité. C'est-à-dire qu'on est vraiment un secteur... nous, on a eu très peur. Bien sûr, le milieu culturel a souffert énormément de la pandémie, là, mais au niveau des actions que nous, on fait pour accompagner les milieux sur le développement par la culture, on avait dès le départ eu peur que, vu qu'on sait tous qu'il y a probablement une crise économique qui va suivre, qu'on soit un des secteurs qui allait comme vraiment mis à être de côté pour répondre à des enjeux qui sont peut-être jugés plus importants. Mais ce qu'on a réalisé, entre autres en discutant avec plusieurs gouvernements de proximité, des maires, des préfets, des gens... des gestionnaires de la culture municipaux, pardon, on a vraiment réalisé rapidement qu'il y avait une demande de ces milieux-là, justement, d'utiliser la culture pour aller plus loin, puis de voir comment on pouvait faire face à ce qui se passait, puis mettre notre épaule à la roue au niveau culturel. Ce que les gens ont réalisé aussi, je pense, puis ce que nous, on a réalisé, c'est qu'on a une meilleure vision de l'importance de la transversalité de nos secteurs. C'est-à-dire comment nos secteurs peuvent travailler ensemble. Puis ça revient un petit peu à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire comment on peut tous travailler dans le même sens, prendre le temps d'avoir un recul, puis de regarder ce qui se passe, puis voir comment on peut travailler ensemble. On a aussi, je crois, vu qu'il y avait une réelle envie de collaborer. Je dis réelle parce que souvent on collabore, mais c'est toujours pour du win-win, mais des fois, il y a un côté qu'on sent qu'il veut tirer plus que l'autre, puis tout ça. Puis là, je pense qu'il y a vraiment eu une réalisation qu'il fallait vraiment encore là, collaborer puis mettre nos choses importantes ensemble. Puis un dernier point, moi, que j'aimerais amener, c'est l'importance des technologies. Si on ne peut pas le passer sous silence. Nos organisations ont eu à se réinventer rapidement par rapport à l'utilisation des différents outils de travail. On a tous appris à travailler avec Zoom et tout ça. Et ce que je trouve très paradoxal là-dedans, c'est que cette espèce d'ouverture-là au monde, puis je dirais, on parle du monde de l'Internet et tout ça, bien, cette ouverture-là nous a montré que la technologie pouvait aussi nous apprendre à être plus près l'un que l'autre. Il y a une meilleure accessibilité de nos milieux. Je pense aux rencontres citoyennes, des choses comme ça. Il fallait pouvoir se rendre dans les municipalités ou dans d'autres groupes de discussion. Mais là, maintenant, on a compris que c'était viable et faisable de le faire au niveau des différents réseaux qu'on a technologiques. Donc, ça augmentait cette accessibilité-là et ça nous permettait d'être plus près l'un de l'autre. Puis je vous dirais que on jase plus technologiquement avec notre entourage qu'on a le goût de jaser avec des univers qui sont à l'extérieur de notre entourage. Fait que ça, c'était une belle réalisation et il y a un très bel apprentissage pour nous permettre d'évoluer dans les projets qui nous tiennent à cœur. Voilà. Merci, Christian. Effectivement, je n'avais pas lu la bonne ligne. J'étais délinquante. Je vais reprendre l'ordre établi. Donc, je vais passer la parole à Dominique. Dominique Tonson. J'avais pesé sur la barre d'espace, mais ça n'a pas fonctionné pour une raison.
Mon analyse se base bien sûr sur mon travail au sein du Front commun pour la transition énergétique, mais aussi sur mon travail comme conseillère syndicale. Donc, en fait, les apprentissages qu'on a tirés de la dernière année, d'une part, c'est le rôle essentiel des services publics pour faire face aux différentes crises. Ça, c'est quelque chose qu'on a, qui nous est, qu'on savait déjà, mais qui nous est apparu de manière vraiment claire, à un point tel que la population ne peut plus ignorer l'importance des services comme la santé, mais aussi l'éducation et même les services de garde. Puis ça nous a, ça a été une illustration très claire d'à quel point ces services-là ont été déstructurés par des années d'austérité, à tel point qu'ils sont fragilisés que la résilience des communautés, des populations a été vraiment affaiblie par cette austérité-là. Ça m'amène aussi à parler du rôle des femmes dans la gestion de la crise. C'est les femmes qui sont prédominantes dans les secteurs associés au care, au prendre soin, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, les services de garde et autres. Mais aussi, les femmes ont été en première ligne dans les emplois précaires qui sont constitués par, en fait, qui ont été reconnus, entre guillemets, comme des services essentiels, comme ceux de l'alimentation et des services de première ligne de consommation courante. Donc, les femmes ont été vraiment au front tout au long de la pandémie. Et ce sont des métiers qui sont très peu valorisés, qui sont très peu reconnus, en tout cas en termes de salaire et de conditions de travail. Et on voit que ça n'est pas, au-delà des félicitations et des applaudissements envers les anges gardiens, ça ne se traduit pas en fait par une meilleure reconnaissance et une amélioration des conditions de travail. Du point de vue des gouvernements, si on pense aux négociations du secteur public, il y a très peu de reconnaissance à cet effet-là, ce qui nous montre que c'est un peu perçu, encore une fois, le care comme quelque chose de naturel chez les femmes, une vocation et pas tant un vrai métier, ou en tout cas pas un métier qui mérite d'être compensé adéquatement. Du côté de l'environnement, cependant, la pandémie a vraiment permis d'illustrer de manière claire ce qui nous attend avec les changements climatiques. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les changements climatiques, ça va être vécu par l'humain comme une succession de crises sanitaires de plus en plus intenses. Donc, si on pense aux vagues de chaleur, si on pense aux inondations, à l'apparition de nouvelles maladies aussi, notamment liées au dégel du pergélisol et à tous ces virus enfouis dans la glace depuis des temps immémoriaux qui risquent de surgir et de se répandre. C'est vraiment comme ça que ça va être vécu. Déjà maintenant, c'est déjà le cas, on le voit avec les différentes vagues de chaleur qui affectent la santé humaine de manière importante. Et il y a un lien à faire avec les services publics aussi, puisque les personnes qui travaillent dans les services publics, en plus de devoir elles-mêmes et eux-mêmes, et j'en parlais tout récemment avec des gens dans le domaine de la santé, être accablés par la chaleur en travaillant dans des édifices non climatisés, non ventilés souvent, être accablés aussi par la mauvaise qualité de l'air, doivent en plus composer avec des bénéficiaires de services qui sont eux-mêmes fortement affectés. Donc, c'est une double charge qui leur est mise sur les épaules. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de gens comprennent, grâce à la pandémie, donc c'est un peu un effet positif, ils peuvent comprendre l'importance de lutter et de prévenir les changements climatiques, puisque ça risque vraiment de nous atteindre de plein fouet. Ça nous a permis aussi de comprendre, et ça c'est vraiment intéressant personnellement, c'est sans doute le plus grand apprentissage que je tire de cette pandémie, c'est que lorsqu'il y a une réelle volonté politique d'opérer des changements rapides, eh bien ça se fait. Le gouvernement trouve les moyens de faire les changements, il trouve la marge de manœuvre et on peut se revirer sur un dixaine pour changer la façon de fonctionner en société. Donc, pour faire face au changement climatique, force est de constater que tout ce qui manque, c'est le courage politique à ce stade-ci. Donc, ça devient vraiment, on ne peut plus passer à côté de ça. Et aussi, ça nous offre une occasion unique, la pandémie, avec la relance qui va devoir suivre pour changer un modèle de développement puis un modèle économique qui ne travaille pas actuellement au service de l'humain, afin de s'assurer qu'il soit en phase avec la nécessaire transition
énergétique, transition écologique, porteuse de justice sociale. Donc, c'est une occasion à saisir. Merci, Dominique. On va poursuivre avec Charles. Bonjour, Charles du chantier de l'économie sociale. Le chantier est, dans le fond, l'Organisation nationale de promotion et développement de l'économie sociale, mais le mouvement de l'économie sociale est né du développement des collectivités. Là. Dans le fond, moi-même, avant d'être au chantier, j'étais dans une SEDEC, dans le temps qu'il y en avait. C'est pas un hasard que je suis ici pour vous parler de l'économie sociale puis du point de vue du chantier. Alors, quels sont les apprentissages de la dernière année? Bien, ce n'est pas nouveau, on le sait, cette crise-là a pu accentuer, disons, la différence et les inégalités entre les individus, ou en tout cas attirer une emphase particulière sur les individus, mais aussi, puis c'est de ça que je veux vous parler, là, entre les régions, entre diverses régions, puis entre diverses entreprises toutes confondues, ou entre entreprises d'économie sociale. Pour ce qui est entre les régions, on voit que certaines régions qui avaient déjà des manques de services de proximité, ça s'est beaucoup accentué parce que là, on ne pouvait pas accéder à l'autre région. Certaines régions ont été fermées. Certaines organisations de l'économie sociale pouvaient s'en tirer en allant chercher un soutien. Lorsqu'ils sont d'envergure nationale, ils pouvaient aller chercher un soutien qui était plus large, par exemple le Diamant à Québec ou l'Orchestre métropolitain là, qui peut aller chercher des belles grandes levées de fonds, mais les petits théâtres dans les plus petites communautés, c'est beaucoup plus difficile. Alors, ça fait donc une différence sur cet aspect-là. Entre les entreprises également, bien, on sait que les grandes entreprises, surtout privées, parfois ont même augmenté leurs ventes. Là, on sait que pendant Walmart a augmenté sa quantité de ventes pendant que tous les autres commerces étaient fermés. Eux, ça s'est augmenté, alors qu'évidemment, les plus petits, les services de proximité, surtout en économie sociale, dans certains cas, ont pu en souffrir énormément. On a pu voir également dans les différences, là, je suis encore dans les apprentissages, qu'il y a des catégories qu'on n'utilisait pas auparavant, qu'on n'utilisait pas en économie sociale. On ne faisait pas de grande différence. Ce n'est pas une étiquette qu'on accolait aux entreprises. Est-ce que tu es un service essentiel ou pas? Ce n'est pas quelque chose qu'on regardait tant que ça. Mais on a pu voir dans la pandémie que c'est devenu un élément important. Les services essentiels étaient obligés de rester ouverts, puis les services non essentiels, pendant des grands bouts de temps, étaient obligés d'être fermés, où les employés, et la réaction des employés dans un cas comme dans l'autre était intéressante, pas intéressante, là, mais était soit je suis obligé d'être ouvert puis j'ai peur de devenir malade, ou je suis obligé d'être fermé puis ça veut dire que je suis au chômage forcé. Évidemment, ça a un impact là, sur l'entreprise et sur les individus. Dernier petit point, on a pu voir également chez les entreprises d'économie sociale qu'il y a eu beaucoup d'accélération des tendances. Beaucoup d'entreprises qui en arrachaient, qui étaient déjà un peu en déclin, ça a accéléré ce mouvement-là et ont pu, là je parle d'entreprises d'économie sociale, là, j'imagine que dans le privé c'est pareil, mais je les connaissais moins. Donc, il y en a qui ont, leurs difficultés se sont accélérées. De l'autre côté, celles qui étaient déjà en croissance, qui étaient déjà en train de bien fonctionner, à part peut-être des ratés le moment où ils ont été fermés, ça leur a permis de croître encore plus. Par contre, heureusement, heureusement parce que l'exemple que je vais donner est positif, là, il y a quelques tendances qui justement ont été inversées. Et là, je prends le cas des services de proximité, en particulier pour les épiceries qui sont dans les communautés plus isolées. La dernière épicerie qui est souvent sous forme coopérative, souvent avait de la difficulté à rejoindre, pas à rejoindre du tout, mais du côté de sa viabilité financière, parce que généralement, les gens avaient tendance à dire, bon, je suis bien content d'avoir l'épicerie à côté pour ma pinte de lait et mon pain la fin de semaine, mais pour faire ma vraie épicerie, je vais à la plus grande ville un peu plus loin, là où il y a un grand maxi, là où les prix sont meilleurs. Puis évidemment, le modèle d'affaires de cette épicerie-là plus rapproché était d'utiliser les deux. Bien, il y a eu cette tendance-là, elle s'est brisée
Et au contraire, les gens se sont rapprochés et ont utilisé plus les services qui sont plus de proximité. Et c'est donc le dernier point que je dirais pour respecter mon temps. Merci, Charles. Je passe la parole à Jean-Frédéric. Merci beaucoup, Nadia. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, aujourd'hui, je suis coordonnateur du service de développement économique à la MRC de Masquinongé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des apprentissages plus sur mon rôle au sein de Développement Mauricie, qui est en fait un regroupement des organismes socio-économiques de la Mauricie à la base. Donc, rapidement, nos apprentissages, je pense que c'est vraiment l'importance de la communication. Lorsque la pandémie est arrivée, rapidement, on s'est dit, bon, on va faire des rencontres qu'on a commencé à 7, justement pour s'informer des différents programmes gouvernementaux qui peuvent venir en aide à prime abord aux entreprises. Mais rapidement, on s'est dit qu'on ne veut pas être exclusif, on veut être inclusif. Puis on s'est dit, il faut ouvrir ces rencontres-là à maximum de personnes possible. Donc, en 2 semaines, notre regroupement de 7 personnes est tombé un regroupement à 60 personnes. Et dans le fond, le temps avance, puis tout ça, puis il y a eu vraiment la concertation de tous les milieux parce que, évidemment, le secteur économique, si le secteur économique ne va pas bien, souvent, le social ne va pas bien aussi et vice-versa. C'est une roue qui tourne. Et tous les acteurs autour de ces rencontres-là, on a la meilleure preuve aujourd'hui. On a un Zoom, juste de faire cette rencontre-là physique, ça aurait nécessité des déplacements partout à travers le Québec. On est capable, en un rien de temps, de se rencontrer ensemble et de se concerter, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aussi? C'est sûr et certain que lorsque évidemment, on avait des problématiques, c'est le milieu, c'est pris en charge. Moi, j'ai trouvé ça magnifique de voir les entreprises dire on va se mettre ensemble pour fournir le secteur de la santé. Puis là, rapidement, comme ça, un site Internet est arrivé, a vu le jour, puis justement, des entreprises qui ont eu des temps difficiles, sont retournées sur un dixième, ils ont innové, en fait, et dans le fond, ils ont fourni le secteur de la santé. Puis en ce moment, au niveau de la Mauricie, on a des entreprises qui sont restées, c'est la pérennité dans tout ça aussi, qui sont restées à fournir le secteur en tant que tel. Qu'est-ce qu'on a appris aussi, évidemment? L'importance du télétravail et donc Internet haute vitesse dans le milieu rural surtout. Il y a plein de places, encore une fois, qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse, tellement quelque chose de hyper important. C'est maintenant un besoin essentiel, autant pour le développement économique que pour aussi les gens qui travaillent aussi à l'intérieur des organisations. Aussi, l'importance de dédouaner des gens dans les organisations. On a encore la preuve aujourd'hui que nos organisations nous autorisent en fait de participer à des rencontres comme aujourd'hui. On n'en parle pas souvent, mais cet apport-là, lorsqu'on est une centaine de personnes à travailler justement sur des projets structurants et à les développer, mais en fait, cet apport-là est vraiment intéressant. Donc, je dirais qu'on a eu aussi des secteurs qui ont été très touchés au niveau de la pandémie. Tantôt, M. Sénécal l'a mentionné, dans le fond, au niveau culturel, je dirais touristique aussi, mais souvent au niveau économique, on a été très surpris de l'apport, exemple au niveau culturel, on parle qu'il y a au-dessus de 140 000 emplois au Québec. Le fait juste d'avoir une synergie avec le milieu culturel, le milieu touristique, le milieu communautaire, le milieu économique, de regarder vraiment quel est le portrait de la situation, nous aide tout le monde à comprendre plus nos réalités du milieu, notre besoin en tant que tel. Ça fait pas mal de tour pour nos apprentissages. Merci à tous pour ce premier tour de piste sur vos apprentissages. Donc, on va poursuivre avec comment développer des communautés plus résilientes pour l'avenir. On va commencer avec Christian Bibeau. Oui, merci. C'est très intéressant là, comment on est en train d'installer l'espèce de toile de notre réflexion collective, là. En fait, je vois pas nécessairement de recette miracle, là. Voici les 5 étapes là, pour réaliser des communautés plus résilientes, là.
il n'y a pas ce type de guide-là et on pourrait se dire c'est tant mieux, mais il y a néanmoins peut-être des éléments sur lesquels on pourrait se permettre de miser sur ces questions-là. D'abord, il faut quand même traiter la question avec une perspective à long terme. Je vais revenir à la notion du temps, mais clairement que lorsqu'on s'en va vers des communautés plus résilientes ou quand on veut instaurer des processus de développement des communautés, il faut se permettre d'abord le temps. C'est là aussi toute l'allégorie de l'œil de la tornade, tandis qu'on n'est pas en train de s'agiter, on n'est pas en train d'être dans 1000 actions, on a la possibilité là, de réfléchir à notre échelle de temps. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir arriver? On peut voir des choses arriver dans un mois, dans un an, mais aussi dans 10 ans, puis peut-être même dans 20. Donc, il y a quand même des orientations qu'on doit se donner ou un exercice de vision qu'il faut se donner. Donc, le traiter sur une échelle de temps long. C'est complètement à l'inverse de nos mouvements sociaux actuels. C'est très particulier de se mettre dans cette position-là, mais elle est nécessaire. Maintenant aussi, des communautés plus résilientes, il faut se pratiquer pour y arriver. Ça prend de la préparation, ça prend des entraînements. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on a commencé à faire quelques rencontres entre nous et que là, nos processus de concertation s'améliorent, que finalement, on y est. Et puis, ça y est, on est sur la grande route de la communauté résiliente. Ce n'est pas comme ça nécessairement, évidemment, que ça va fonctionner, mais ça prend de l'entraînement. Ça prend un rythme aussi où on va vraiment se donner la possibilité de se rencontrer assez régulièrement. Ça prend des stratégies qui vont nous permettre de faire face à des défis. Tantôt, je parlais de cette question de fondation. Donc, quand ta fondation est solide, évidemment, c'est plus facile d'agir en fonction des nouvelles priorités ou en fonction d'urgence ou des choses comme ça. Donc, il y a des stratégies pour ça. Je reviens aussi sur la question que, bien que les relations reposent souvent sur la capacité des individus à s'entendre entre eux, néanmoins, c'est l'implication, Jean-Frédéric l'a nommé, c'est la volonté des organismes, des organisations, des institutions à y mettre le temps au-delà des individus qui va faire en sorte que cette recette-là pourra fonctionner à travers le temps. Le temps, le temps. Tic-tac, le temps, tout le temps. Maintenant, on peut aussi, pour aller plus loin, miser sur la transversalité des actions. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est aller vers des perspectives qui vont être rassembleuses, donc qui ne vont pas tenter de répondre à un élément plus particulier qu'à un autre, mais bien à répondre à une situation à l'intérieur de laquelle il y a différents éléments à répondre. Donc, aller vers des actions transversales, aller vers des contextes où on va vouloir asseoir des secteurs, donc le multisectoriel, comme on veut l'appeler. On peut aussi tenter l'expérience de l'intersectoriel, qui n'est pas banal, mais qui pourrait nous permettre peut-être à certaines occasions d'être plus résilients devant peut-être un certain nombre de tempêtes, étant donné cette implication-là plus intrinsèque dans nos collaborations. Puis j'aurais envie de dire, peut-être qu'au-delà des mots, peut-être qu'il y a le défi de l'investissement de la participation citoyenne. Je parle d'investissement parce que la participation citoyenne, ce n'est pas non plus quelque chose qui va et qui vient au gré du vent. On peut, bien entendu, inviter les gens à croquer le savoureux hot dog du mois de juillet pour la fête de quartier, pour l'événement X, Y ou peut-être même Z. Mais qu'en est-il d'intégrer ce citoyen-là à la base du processus? Alors là, on est dans les grands concepts. Ben oui, c'est important, la mobilisation, la participation. Mais pour que ça fonctionne, la mobilisation et la participation citoyenne, ça prend du temps. Il faut y mettre le temps. Toujours cette notion du temps. Il faut être dans l'œil de la tornade. Maintenant, je terminerai peut-être avec cet élément-là. Alors, qu'est-ce que ça prend pour des communautés plus résilientes, là, à mon avis? Ça prend des partenaires sur les territoires qui s'y investissent. Dans plusieurs MRC du Québec se trouvent des CDC, notamment, qui sont des acteurs du développement social qui sont très pertinents. Alors, ça, c'en est un, évidemment. L'autre élément, c'est d'essayer de faire abstraction du clientélisme. Oh my God! Faire abstraction du clientélisme et du financement par tête de pipe.
c'est aller chercher ces montages financiers pour réaliser des projets qui s'adressent à tel type de population. Et puis là, bien, on est dans des résultats quantitatifs. On veut avoir X nombre de rencontres avec X nombre de partenaires qui vont réaliser X nombre d'actions. Hein? C'est des tableaux tout bien fignolés, là. Il faut éviter ce piège-là. Ce n'est pas toujours possible, mais si on veut des communautés résilientes, il faut passer outre cette vision. L'autre élément, ben, il faut tenir compte, bien entendu, des spécificités territoriales, éviter le mur à mur. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Et finalement, vous devinez, on va parler de s'inscrire dans une perspective temporelle de longue haleine. Et ça aussi, c'est à contre-courant pour le financement parce qu'on veut donner de l'argent rapidement et avoir des résultats rapidement, alors que des communautés résilientes, ça se crée, ça se tisse, ça se bâtit, ça s'entretient, ça se consolide, ça se défait, ça se refait. Et pour que ce soit résilient, il faut y mettre le temps. Merci, Christian. On va passer la parole à Dominique. En fait, si on veut construire des communautés résilientes, il faut miser sur l'humain. Donc, comment ça peut se faire? Bien, l'idée, c'est de rassembler un grand nombre de personnes issues de différents secteurs de la société civile, puis de les amener à co-construire à plusieurs échelles le monde dans lequel ils veulent vivre. Co-construire parce que quand on est impliqué dès le début du processus dans un projet, bien, ça devient notre projet. Et quand ça devient notre projet, bien, on le porte comme si c'était un bébé, on le porte comme quelque chose qui nous tient à cœur, on y est attaché émotionnellement. Et c'est ce que ça prend pour responsabiliser les gens, puis les amener à construire quelque chose de nouveau. Puis bâtir la résilience, bien, la résilience se bâtit sur le tissu humain. Donc, ce tissu humain-là se crée par des projets dans lesquels les gens sont impliqués dès le départ. À partir du moment où on conçoit des choses dans les officines du pouvoir et que ça descend, ça ne sera pas repris par les gens. Ils ne seront pas partie prenante de ce projet-là. Donc, il faut vraiment que ça parte de la base. Mais je peux donner l'exemple un peu du Front commun pour la transition énergétique, mais je vais partir du début, je vais partir de comment nous, on le conçoit. En fait, moi, je suis une représentante syndicale au Front commun pour la transition énergétique, mais le Front commun rassemble en fait 90 organisations issues de 5 grands secteurs de la société civile, donc le monde syndical dont je fais partie, le mouvement des jeunes, le mouvement des ONG environnementales, les groupes citoyens, puis les groupes communautaires à vocation plus sociale. Donc, ces 5 mouvances-là sont réunies au sein d'une grande organisation pour mettre en œuvre une transition porteuse de justice sociale. Puis, c'est quelque chose qui se fait parce que chacun de nous, de notre côté, on porte des projets en lien avec la transition juste. Du côté du mouvement syndical, du côté de principalement la CSQ où moi je travaille, ben, on a le mouvement ACT. Le mouvement ACT, c'est la nouvelle version des écoles vertes Brundtland pour celles et ceux qui en ont déjà entendu parler. Donc, nous, c'est nos membres qui travaillent en éducation et qui mettent en œuvre des projets liés à la transition juste dans les écoles et qui font de l'éducation relative à l'environnement auprès des jeunes. Ça, c'est une mouvance qu'on travaille, nous, à l'interne. Après ça, nous, on partage en intersyndical avec nos collègues des autres syndicats au sein du réseau intersyndical pour le climat. Et là, on met en œuvre des projets de transition juste à plus large échelle, portés par les syndicats. Ensuite, on se rassemble avec les autres mouvances que j'ai décrites tantôt au sein du Front commun pour la transition énergétique. Et là, on porte des projets davantage collectifs. Et comment ça s'est déployé? Bien, en fait, depuis 2 ans, au sein du Front commun pour la transition énergétique, on a rassemblé des centaines de personnes autour de la création collective d'une feuille de route vers la carboneutralité du Québec. Donc, des gens issus de tous ces secteurs-là se sont mis ensemble pour imaginer à quoi pourrait ressembler un Québec carboneutre. Ça aurait l'air de quoi, cette société-là? Carboneutre et juste, parce que pour nous, ça va ensemble. On ne souhaite pas
miser sur des technologies vertes uniquement et aller et poursuivre un capitalisme effréné qui exclut beaucoup de gens. Donc, on souhaitait quelque chose qui soit porteur de justice sociale. Donc, on a réfléchi à ça, on a rédigé chacun des parties, on a mis des parties de ce portrait-là. On a aussi essayé d'imaginer à l'aide de spécialistes aussi, c'est quoi le chemin pour se rendre à cette vision-là et quels sont les écueils qu'on doit éviter si on veut atteindre une transition énergétique porteuse de justice sociale. Donc, ça a été un travail vraiment collectif qui a mis au jeu, qui a impliqué vraiment beaucoup de gens de différents horizons. Ce qui fait que ce projet-là, ben, c'est leur projet. Et c'est ce que je veux dire par l'appropriation collective et qu'il faut que ça parte de la base. C'est leur projet. Et maintenant, on est rendu à la deuxième phase de ce projet qui s'appelle les collectivités zen. Zen, non pas comme courant de bien-être, mais plutôt, c'est un acronyme qui veut dire zéro émission nette, donc carboneutre. Les collectivités zen, ben, encore là, à l'échelle territoriale, ce sont ces mêmes 5 courants-là qui se rassemblent pour mettre en œuvre la transition en se basant sur la feuille de route qui a été élaborée collectivement. Maintenant, on trouve des moyens de passer concrètement à l'action. Donc, c'est un peu, pour nous, la façon de construire des communautés résilientes, c'est vraiment de miser sur l'humain. Puis du point de vue syndical, un autre aspect qui est très, très important pour nous, c'est le rôle des services publics, notamment l'éducation et la santé, comme point d'ancrage du développement des communautés. On le sait, quand les services d'éducation et de santé quittent un milieu, bien, ce milieu-là se déstructure. Il n'y a plus autant de... Bien, les gens sont moins attachés à leur milieu, s'éloignent, déménagent même dans certains cas. Donc, c'est vraiment un point d'ancrage et ça se voit dans les communautés du Sud notamment. Quand il y a des catastrophes qui surviennent, souvent, l'école devient un point de ralliement, devient l'endroit où l'information se distribue, ou le dispensaire aussi. L'école devient parfois aussi un endroit où on accueille les réfugiés dans le cas d'inondations, de tremblements de terre ou autres. Donc, c'est vraiment des points en matière de résilience, bien avant de se rendre aux situations d'urgence, mais pouvant aller jusqu'aux situations d'urgence, les services publics ont un rôle de pilier des communautés et c'est important de le reconnaître et de les soutenir dans ce rôle. Merci Dominique. On va poursuivre avec Charles. OK, bonjour. Rebonjour. Alors, pour développer des communautés plus résilientes, évidemment, il faut faire face à la pandémie, mais puis on le sait, on l'a appris, là, ça exigeait l'action de l'État, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup exigé jusqu'à date, puis ça va sûrement continuer puis s'accentuer, une collaboration de la société civile, à la fois pour les mesures sanitaires, mais aussi pour appuyer, pour aider les entreprises à s'adapter et pour commencer tout de suite à se positionner un peu plus dans la relance, dans la nécessaire relance qui s'en vient. Voilà. Et pour nous, au chantier de l'économie sociale, développer une communauté plus résiliente, des communautés plus résilientes, ça passe par un concept qu'on n'a pas inventé, là, mais qu'on a choisi de placer dans notre planification stratégique, là, qui est dans le fond la transition écologique juste. Donc, pas seulement de transformer notre manière d'utiliser les ressources puis de les mettre à disposition des uns des autres, mais évidemment en le faisant de manière juste, de façon à créer de la solidarité sociale et non pas d'y nuire, évidemment. Pour nous, cette transition écologique juste, on cherche à la faire en mettant, en fait, on veut que l'économie sociale prenne une place importante, j'ai le goût de dire prépondérante, mais bon, une place importante, la place qui lui revient dans cette transition écologique-là. Là. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, l'économie sociale a le potentiel de contribuer à cette résilience-là, parce qu'à quelque part, c'est à la fois un contributeur, mais c'est aussi un produit d'une résilience. La résilience dans les communautés identifie les besoins et motive la société civile, les citoyens, à mettre en place une solution qui peut être une entreprise d'économie sociale. Évidemment, l'économie sociale va contribuer à la résilience parce qu'elle est immensément locale. 76%
des entreprises d'économie sociale, selon l'étude de l'Institut de la statistique du Québec, ont un bassin, dans le fond, sa clientèle, là, son réseau est toujours dans un niveau très local. On dit, ma directrice générale dit sans arrêt, il n'y a pas plus local que l'économie sociale. C'est rendu un peu notre motto, là, le slogan qu'on utilise très fréquemment. Puis évidemment, pourquoi? Parce que l'économie sociale est redevable à la communauté, elle met ses profits envers sa mission et donc elle protège, en intégrant des impacts sociaux, puis elle protège des pires travers qui pourraient éventuellement arriver dans cette relance-là. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique conserver, capitaliser les nouvelles alliances qui sont arrivées durant la pandémie puis la crise. La première, c'est, Dominique vient d'en parler, là, les collectivités zen. Il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont impliquées dans cette coalition-là, mais également celle du G15+. Le G15+, c'est un groupe d'organisations nationales qui est une espèce de coalition qui est nouvelle, qu'on n'avait jamais vue auparavant, parce que ça regroupe des organisations comme le Chantier de l'économie sociale, comme Équiterre, mais aussi le Conseil du patronat du Québec. Évidemment, que le chantier et le Conseil du patronat soient ensemble dans la même salle et cherchent des éléments de consensus et des revendications en commun lorsqu'on discute auprès du gouvernement. C'est vraiment complètement nouveau. Puis on se rend compte que bon, il y a beaucoup de points sur lesquels on ne s'entend pas, mais il y a beaucoup de points sur lesquels on est capable de s'entendre et ça donne, c'est vraiment une alliance nouvelle, si on veut, là, qui est née à cause de la pandémie. Oh, il me reste juste 45 secondes. Ensuite, pardon, ça implique des politiques publiques qui tiennent compte du local et de l'ancrage, et puis donc qui vont garantir que le local ait une chance de fonctionner et de survivre à long terme. Donc, en misant sur le local, parce que je le rappelle, il n'y a pas plus local que l'économie sociale, ça implique consolider les innovations qui sont nées pendant la pandémie. On sait que la nécessité est la mère de l'invention. Il y a des organisations qui ont complètement changé leur modèle, soit leur modèle d'affaires ou soit leur modèle de prestation de services pour répondre immédiatement à la crise. Puis le fait que l'économie sociale soit capable de le faire, ça a permis à l'État, aux politiques publiques de pouvoir, oui, je vais transmettre, je viens de voir le message sur le chat, je vais transmettre les informations sur le G15+, aussitôt que j'aurai fini de parler. De réagir puis d'avoir une réaction plus intégrée. L'exemple que j'ai, c'est la Cantine pour tous, un groupe qui veut, une coalition, un regroupement d'organisations qui offrent des repas dans les écoles. C'est ça principalement leur mission. Je simplifie. Ont pu, parce qu'ils sont déjà alliés, répondre très rapidement à une commande. La Ville de Montréal voulait nourrir les itinérants, puis n'était pas capable parce que les refuges étaient fermés au départ, plutôt qu'appeler 12, 15 nouvelles organisations d'un seul coup, mais en ont appelé seulement la Cantine pour tous, qui, elle, a pu appeler ses propres membres. Ça a permis de réagir plus rapidement. Il faut également, ça implique la transition écologique plus juste, mettre en place les conditions d'émergence des projets qui favorisent la résilience. Ça veut dire plus d'accompagnement, du meilleur accompagnement et pareillement pour le financement des projets, parce qu'il faut être capable de répondre à tout ce qui va émerger de cette résilience-là. Puis, évidemment, ça implique aussi une adaptation, parce que souvent, l'État va arriver avec des politiques qui sont du one size fits all, de mur à mur. Puis, il faut être capable de reconnaître que les choses vont évoluer dans l'espace et dans le temps. Alors, il faut pouvoir soutenir à la fois l'émergence et l'innovation de manière à pouvoir étendre ces innovations-là, à les expérimenter à certains endroits, les étendre lorsque c'est pertinent. Puis, tout ça, bientôt, le gouvernement du Québec est en train de plancher sur une stratégie québécoise d'innovation et de la recherche. Puis, on pense que ça peut être un élément important qui va, pour reprendre l'ensemble de ce que je viens de dire sur ce que ça implique.
Merci, Charles. Je sais que c'est très, très court, parce que je vous laisse, qu'il y a beaucoup à dire. Je passe la parole à Christian. Bien, bonjour, merci beaucoup. Écoutez, on a un peu tous parlé jusqu'à maintenant, mais l'important, c'est de bâtir sur nos apprentissages. Je veux dire, des derniers mois, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait. Des fois, l'humain étant humain, on a tendance à retomber dans nos vieux souliers qui sont confortables. Fait que je pense qu'il faut garder ça en tête. On a beaucoup parlé de la transversalité. Aux Arts et la Ville, nous, on y croit. Quand on fait des accompagnements pour la culture, pour le développement, j'ai le goût de dire, puis là, je le dis à la blague, mais un des derniers secteurs qu'on va avoir autour de la table, c'est la culture. Parce qu'on va avoir tous les autres secteurs, parce que la culture, c'est des convertis, on veut travailler avec tout le monde. Puis ça, Mme Bernier en a parlé vraiment de l'importance d'avoir tous ces acteurs-là. Fait que moi, je pose la question, on est plusieurs à dire qu'on travaille en transversalité, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Je pense qu'on a encore un travail à faire pour amener tout le monde à travailler avec nous. Je veux mettre un mot aussi sur la culture, puis c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'importance que la culture peut amener. Il faut réaliser, puis ça, on le réalise de plus en plus, que la culture, ce n'est pas que l'offre culturelle. C'est ça, mais ce n'est surtout pas que ça. Comment la culture a un impact? Et là, je parle de la culture citoyenne. Comment le citoyen vit sa culture au jour le jour, et ça que ça peut faire du développement. Là-dedans, il y a de la résilience, on peut parler de santé mentale et tout ça. Je pense que ça, c'est important de le prendre en compte puis de le mettre en pratique. Nous, le milieu culturel, qu'on soit capable de faire prendre conscience de ça autour des gens. Ce que ça prend aussi, c'est, ça je parle de tous nos secteurs, ça prend un accueil, ça prend une écoute. On a beaucoup parlé de la similarité de nos territoires, mais de la différence de nos territoires aussi. Il n'y a pas de solution magique qui s'applique partout. Ça, il faut en prendre conscience. On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais on ne peut pas réappliquer, puis ça, il faut le comprendre. Madame Bernier a parlé de l'importance de la participation citoyenne. Ça, c'est majeur. C'est hyper important. Il y a beaucoup de, puis ça, c'est correct, là, il y a beaucoup de bonnes têtes pensantes dans le développement des communautés qui sont là. C'est important de les avoir, c'est important de les écouter, mais il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup d'angles morts là-dedans. Puis il n'y a rien de mieux que des citoyens, que les gens avec qui on travaille pour nous faire comprendre et voir ces points noirs-là. Moi, je milite énormément pour les politiques publiques intégrées. C'est-à-dire d'arrêter de voir une politique familiale, une politique de développement durable, une politique de développement économique, une politique de développement social. Est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble dans cette transversalité et là, vraiment amener tous les acteurs autour de la table puis de voir. Puis j'ai le goût de dire, se permettre d'attendre nos secteurs où on ne les voit pas. Comment on peut les faire travailler autrement? Dans le travail en transversalité aussi, j'ai le goût de dire, moi, ce que j'aime souvent dire, c'est que pour bâtir des projets communs, des projets de vie communs, des projets sociaux communs, c'est entre les secteurs, on a parlé de multisectoriel puis intersectoriel, c'est d'abord entre nous d'assumer nos différences. Quelles sont nos différences? Ils sont où nos points de divergence? Puis une fois qu'on a assumé ça puis qu'on l'a nommé, pourquoi pas bâtir sur nos complémentarités? Ça va être beaucoup plus fort pour l'avenir. Puis souvent, moi je dis, je l'ai mentionné tout à l'heure, souvent les Arts et la Ville ont été perçus comme un mouvement qui développait la culture dans les communautés. Maintenant, on aime beaucoup plus le leitmotiv de bâtir les communautés par la culture. Puis ça, je pense que cette phrase-là, ça s'applique à tous nos secteurs. Je reprends l'exemple de l'économie sociale, c'est comment on sert avec. Là, c'est plus évident, mais comment on sert l'économie sociale pour développer nos cultures. Mais tous les secteurs qui sont autour de la table, si on met ça de l'avant, je pense qu'on va être capable de faire un pas plus rapide là-dessus. Donc, voilà. Puis ça se peut que je vous quitte rapidement. Si je suis vraiment pressé dans le temps, je suis désolé. C'est vraiment pas un manque d'intérêt. C'est un horaire trop chargé en vue de notre colloque annuel qui se déroule dans moins de 2 semaines. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Christian. On va finir avec Jean-Frédéric. Avant Jean-Frédéric, si jamais il y en a qui ont des questions, on va avoir une courte période de questions, donc je vous invite à les inscrire dans le clavardage. Merci beaucoup, Nadia. Je vais être quand même assez bref parce que je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été mentionné précédemment. Mais comment développer des communautés plus résilientes dans le futur?
Encore une fois, tantôt, l'exemple que je mentionnais du regroupement inclusif, puis là-dedans, comme je disais, il y a des citoyens, il y a des élus, toutes les organisations sont les bienvenues dans ce regroupement-là pour la Mauricie. Ce serait de perpétuer ces initiatives-là. Comme aujourd'hui, c'est une initiative, comme je disais tantôt, excellente pour, dans le fond, préparer l'avenir. Évidemment, l'organisation, de connaître les besoins que nous avons au niveau du milieu, tout ça, et d'avoir des plans d'action évolutifs dans toutes nos organisations qui prennent en compte les autres secteurs pour le bienfait, en fait, là, de nos communautés. Ce qui, pour ma part, on se met avec, mettons, des lunettes roses. C'est une expression qu'on prend souvent chez nous, entre autres avec Nadia, quand tu travaillais ici dans la MRC de Masquinongé. Si on prend nos lunettes roses, je crois pertinemment que tous les programmes gouvernementaux qui sont travaillés devraient prendre une certaine influence au niveau du terrain. Puis au niveau du terrain, c'est vraiment, je vais dire, je vais donner l'exemple vraiment de mes collègues, puis il y en a qui sont ici aujourd'hui, là, Isabelle Bordelot, qui est dans l'équipe à la MRC Masquinongé, Mohamed Diarra, qui est là aussi. Dans le fond, mes collègues au niveau développement économique qui ont travaillé avec les programmes mis en place par le gouvernement, j'ai une collègue, ça fait 20 ans qu'elle fait du développement économique. Puis je crois pertinemment que si le gouvernement allait chercher beaucoup plus des comités directement issus du terrain pour faire ces programmes-là, pour travailler en vitesse, parce qu'on s'entend, on a construit un avion en plein vol dans la dernière année. Mais si on prenait justement ces expertises-là qu'on a tous dans nos organisations pour établir les programmes gouvernementaux, je crois pertinemment qu'on serait vraiment pile poil sur les besoins très spécifiques de nos territoires. Puis là, on parle autant de local, de régional, puis peut-être même de national aussi, en quelque sorte. Fait que cette collaboration-là qu'on peut faire puis développer avec le gouvernement, c'est quelque chose que, à mon avis, on pourrait augmenter considérablement. Il y a plein d'enjeux qu'on a parlé aujourd'hui. Puis, moi, j'aimerais voir, peut-être qu'il y en a des représentants du gouvernement, je ne sais même pas, là, il y en a beaucoup, là, on est au-dessus d'une centaine, tout ça, mais je trouve tellement que c'est pertinent qu'ils soient présents, qu'ils prennent des notes. Souvent aussi, là, on voit nos députés, on voit les élus, mais au-delà de ça, il y a souvent aussi des gens qui travaillent dans les ministères, tout ça, que des fois, l'intersectoriel est vraiment pertinent à tous les niveaux. Tantôt, Mme Dominique Bernier parlait, entre autres, du développement durable, de la carboneutralité au Québec. C'est hyper important. Ça touche tellement plein de secteurs. Mais justement, est-ce que ce fait d'être intersectoriel est développé au Québec, tout ça? Nous, de notre côté, on a vu ces certaines limites-là. Fait que si, dans le futur, on pouvait travailler encore plus ensemble à ce niveau-là, c'est là il va émaner des projets structurants pour le futur. Donc, c'est la vision, en fait, qu'on voulait amener. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Merci à tous ça fut vraiment riche. Je vous invite, s'il y en a qui ont des questions là, aux panélistes, vous pouvez les inscrire dans le chat. S'il n'y en a pas maintenant, là, je vais continuer la présentation parce que le temps file à vive allure. Et vous avez très bien mis la table, chers panélistes, à l'importance d'une démarche comme celle des États généraux pour le collectif des partenaires en développement des communautés. Vous avez, à travers vos interventions, votre vécu, ce qui s'est passé la dernière année, tiré des apprentissages face aux principes du développement des communautés et vous questionner afin de savoir comment on peut développer des communautés plus résilientes pour l'avenir. Au collectif, dans la dernière année, on s'est aussi posé beaucoup ces questions de cette démarche-là des États généraux qui, vous l'avez vu dans l'historique du collectif, était là bien avant la pandémie. Mais comme vous l'avez vu aussi dans l'historique, la pandémie, ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière crise et bouleversement que nous vivrons. Puis plus que jamais, comment on peut prendre un moment à travers nos communautés pour tirer profit des apprentissages qu'on vit à travers ces crises-là, mais comment on est capable de s'asseoir ensemble, de discuter, de réfléchir pour développer nos communautés de façon plus résiliente. C'est ce qui est au cœur de la démarche des États généraux du collectif. Je salue, je l'ai fait très vite d'entrée de jeu en début de réunion, mais tous les partenaires du collectif qui sont présents en ce moment et tous ceux qui ont travaillé très, très activement dans la dernière année à attacher cette grande démarche des États généraux-là.
Grande démarche qui a au cœur de son objectif de donner aux acteurs du développement des communautés les moyens d'agir sur leur territoire. Parce que pour l'ensemble des partenaires, comme Jean-Frédéric, tu l'as bien dit pour finir, au cœur des actions du collectif puis au cœur de la mission de tous les partenaires du collectif, on souhaite ultimement que les acteurs sur les terrains, que les actrices et les acteurs du développement des communautés aient les moyens d'agir sur leur territoire pour les développer. On entend par moyen d'agir d'avoir des ressources financières, d'avoir le temps, d'avoir la structure, d'avoir des programmes, des politiques, bref, d'avoir tout ce qu'il faut pour favoriser leur propre développement parce qu'ils sont les meilleurs acteurs pour bien identifier c'est quoi les enjeux sur leur propre territoire et comment y faire face. Donc, c'est ça qui est au cœur de la grande démarche des États généraux, de pouvoir mieux comprendre le développement des communautés, de pouvoir, d'une part, mobiliser les acteurs dans leur diversité, de faire état du développement des communautés au Québec, mieux comprendre l'état de situation et de pouvoir mettre les bases à la construction d'une vision globale et partagée du développement des communautés, pour que, ultimement, les acteurs et les actrices du développement des communautés aient les moyens d'agir et que le collectif puisse jouer un rôle d'influence politique auprès des décideurs afin de pouvoir créer des programmes et des publics qui nous permettent de donner finalement ces moyens-là aux acteurs et aux actrices du développement des communautés. Grande démarche qui est composée de 3 grandes étapes. Au cœur du développement des communautés, de la démarche, celle d'un tour d'horizon qui sollicite vraiment les communautés à l'échelle locale et régionale. Qui sont les acteurs du développement des communautés? Bien, vous les représentez tous actuellement, donc des acteurs du milieu communautaire, social, environnemental, économique, des gens du ministère de la Santé et des services sociaux, des CDC, bref, toutes les actrices et les acteurs qui œuvrent quotidiennement au développement de leur communauté dans leurs différents champs respectifs. Mais à travers le cœur d'horizon, on souhaite aller mieux comprendre l'état de situation. On souhaite surtout créer un moment d'échange et de dialogue dans vos communautés pour réfléchir à votre propre développement. Comment, comme on l'a fait aujourd'hui, vous tirez des apprentissages de la dernière année, mais comment vous avez envie de continuer de vous développer pour la suite? C'est quoi les objectifs, les leviers, les obstacles, les bons coups? Bref, de pouvoir créer des moments de dialogue dans les communautés locales et régionales sur les principes du développement des communautés. Parce que ce qu'on s'est rendu compte à travers la dernière année, c'est que plus que jamais, on a besoin de sécuriser des espaces de projection aussi sur où on veut s'en aller. On a été tellement tourné sur l'urgence d'agir dans la dernière année que les moments qu'on a pris ensemble pour réfléchir à comment on veut mieux se développer, qu'est-ce qu'on a besoin comme besoin, c'est quoi nos enjeux, le temps, on en a parlé beaucoup avec Christian tantôt, le temps qui est une donnée importante, on n'a pas pris le temps pour faire ça et on souhaite à travers la démarche des États généraux pouvoir donner des outils puis un espace dans les territoires pour réfléchir au développement des communautés à l'échelle locale et régionale. Et on souhaite, nous, à travers ces espaces-là de discussion, d'échange que vous avez, capter quel est l'état actuel du développement des communautés afin qu'on puisse construire un état de situation au Québec sur le développement des communautés. Deuxième grande étape, celle de l'analyse collective. On veut bonifier et rajouter, dans le fond, ajouter davantage d'informations autour d'horizon. On veut surtout approfondir l'état de situation avec les acteurs des autres dimensions du développement des communautés. Par exemple, Christian, tantôt des arts et de la ville, mentionnait la place de la culture dans le développement des communautés. Au niveau environnemental, on a parlé de collectivités zen. Au niveau économique ou de l'économie sociale, il se passe d'autres moments de discussion, des colloques, des événements qui se tiendront dans les prochaines années, des projets de recherche aussi, à travers la tournée qu'on a faite dernièrement pour présenter les États généraux dans les réseaux partenaires du collectif, on se rendait compte des fois qu'il y en a qui travaillent avec leurs universités, leurs cégeps, ils font des projets de recherche pour comprendre mieux ce qui s'est passé. Bref, à travers l'étape analyse collective au collectif, on souhaite pouvoir capter ces projets, ces informations, ces recherches complémentaires afin de venir bonifier le tour d'horizon dans le but ultime de pouvoir converger vers l'événement national qui sera prévu en septembre 2022, où on souhaite présenter les bases dans le fond, le portrait de situation, d'état de situation qu'on a fait et que ça pose les bases à une vision commune, une discussion commune sur le développement des communautés afin que le collectif puisse jouer un rôle d'influence et on se rappelle l'objectif initial de pouvoir donner aux actrices et aux acteurs du développement des communautés les moyens d'agir sur leur territoire. Plus concrètement, différents outils ont été développés par le collectif afin d'accompagner les communautés locales et régionales. Donc, très bientôt sera disponible des guides d'accompagnement, des questionnaires, des guides d'animation afin d'accompagner les territoires, les communautés locales et régionales qui souhaitent tenir ces discussions-là à leur échelle avec leurs partenaires sur leur territoire. Même chose au niveau de l'étape analyse collective. On souhaite pouvoir avoir des discussions dans les différents réseaux, des différentes dimensions. Il y a différents outils qui seront disponibles au collectif. Vraiment, je nous
rappelle encore une fois, dans l'optique de créer des moments de discussion, d'échange dans vos communautés, nous de pouvoir capter ce qui se passe afin de constituer l'État national, mais surtout de vous donner des outils de discussion dans vos communautés. On ne souhaite pas non plus réinventer la roue, mais plutôt partir de ce qui se fait déjà dans vos territoires. Vous avez déjà des concertations, des comités actifs, des démarches en cours qui vont peut-être reprendre à l'automne, qui vont se questionner après un an comment on a tiré des apprentissages de ce qui se passe, où on veut se projeter, où on veut s'en aller. Bref, on veut vraiment partir de vos réalités dans les communautés locales et régionales et avec les outils, vous aider dans vos réflexions et nous se nourrir de vos réflexions pour constituer l'État national. Comment rester impliqué, comment rester informé, impliqué dans la démarche? Sachez que vous avez vu le collectif, c'est une vingtaine d'organisations des réseaux communautaires de développement social, des groupes d'animation, de soutien puis de processus. Et sachez que si vous êtes déjà en relation avec ces partenaires-là, bien, vous pouvez faire appel à eux aussi pour participer à la démarche des États généraux. Par exemple, si vous êtes une CDC, sachez que la table nationale des CDC est impliquée au collectif. Même chose pour le RQDS ou Espace Muni. Vraiment, faites appel aux réseaux partenaires avec lesquels vous travaillez déjà afin de voir comment vous pouvez collaborer à la démarche des États généraux. Sachez sinon aussi qu'on aura une infolette de la démarche des États généraux. Si vous souhaitez participer, je vous invite vraiment à laisser votre courriel dans le chat. Sinon, le site Internet du collectif aussi vous permettra de vous mettre au fait de la démarche et de suivre les avancements. Et sur Passerelle, on aura une communauté qui s'appelle la démarche des États généraux pour les différentes communautés qui souhaiteront participer ou les personnes qui s'intéressent là, de près ou de loin à la démarche. Avant de prendre des questions, je terminerai en rappelant vraiment que le collectif puis la démarche d'États généraux est portée par un ensemble de partenaires qui croient que c'est vraiment en travaillant en synergie puis en complémentarité qu'on va réussir à atteindre les objectifs de cette grande démarche des États généraux-là qui vise encore une fois à jouer un rôle d'influence pour que les acteurs et les actrices du développement des communautés aient les moyens d'agir sur leur territoire. Donc, voilà, ça fait le tour de la démarche des États généraux. Julie, est-ce qu'on a des questions dans le chat, à la fois si c'est sur le panel, si c'est sur la démarche des États généraux ou si c'est aussi un commentaire général, si ça vous inspire quelque chose, cette grande démarche-là. Est-ce que ça vous inspire aussi des idées pour dans vos territoires? La parole est à vous. Merci beaucoup, Nadia. J'ai l'impression que les gens sont très inspirés. Juste à voir la quantité de courriels qui s'inscrivent dans le chat pour recevoir l'infolettre. Donc, ça, c'est super. Il y a une question peut-être vraiment en lien avec les États généraux. Je commencerai avec cette question-là. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a des porteurs de la démarche dans chacune des régions. Non, il n'y en a pas spécifiquement dans chacun des territoires. Ça commence à s'organiser. Actuellement, la mobilisation et la communication passe beaucoup par tous les réseaux partenaires. C'est-à-dire, on a fait des tournées dans les CDC, on a été au colloque du RQDS, on a vu le CA du réseau des organisateurs communautaires du Québec. Bref, on a plus passé par les réseaux partenaires, mais on sent que déjà à travers une première tournée, il y a des territoires qui disent « Oh, ça nous parle chez nous, ça colle avec des réflexions qu'on a, on va être à l'affût des outils. » Il n'y a pas de porte-parole pour chacune des territoires parce qu'on se le rappelle que dans les principes du développement des communautés, c'est aux acteurs de chacun des territoires d'identifier comment ils ont envie de voir cette démarche-là aussi atterrir chez eux et qui pourra porter un leadership aussi dans une démarche comme ça chez eux et comment ils veulent l'articuler, cette démarche-là chez eux. Il y a quelques personnes qui ont posé une question un peu dans le même sens par rapport, est-ce que les instances municipales sont dans le coup? Oui, bien, on a comme partenaire au collectif Espace Muni, qui est la fusion de Carrefour d'Action Famille municipale et le réseau Ville et Village en santé, maintenant devenu Espace Muni, donc qui est un réseau d'acteurs municipaux qui travaillent activement dans la démarche aussi. Donc, et on tisse beaucoup de liens avec leur équipe de formateurs qui accompagnent, entre autres, tout le déploiement des politiques famille aînée ou des politiques intégrées municipales. Fait qu'il y a des liens qui sont faits avec eux. Mais sinon, je rappelle qu'à travers les outils qu'on a développés au collectif pour vous accompagner dans le déploiement d'une réflexion commune sur le développement des communautés dans votre territoire, mais rapidement, on met la table à c'est qui les acteurs impliqués et assurément que les acteurs municipaux doivent y jouer un rôle. Donc, c'est de voir au niveau local comment vous voulez les impliquer dans une démarche comme ça, ou régionale. Il y a quelqu'un qui nous demande comment, qui dit que c'est super intéressant, toute la discussion d'aujourd'hui, comment y arriver concrètement dans l'action, pas seulement dans un discours. Je ne sais pas s'il y a un panéliste qui a envie de plonger dans cette question. C'est effectivement une très bonne question. Est-ce qu'il y en a dans les 4 panélistes avec nous?
Je peux. Dans le fond, la question, c'est comment arriver concrètement là, à des résultats comme, dans le fond, comme on pense pour le futur, etc. Moi, dans mon sens, c'est une hyper bonne question. Tout est là, en fait. Puis, je pense tantôt, on l'a mentionné, c'est pas moi qui l'avais mentionné, mais il faut se donner du temps. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est souvent, on va se donner de la pression de livrables à très, très court terme, puis tout ça. Mais je pense que là-dessus, là, pour ma part, il faudrait peut-être se donner du temps. Nous, tu sais, si je peux regarder avec l'expérience qu'on a à Développement Mauricie, qui est une organisation qui est quand même existante depuis 2006. Puis on a toujours eu de la misère à avoir cet essor-là. Pourquoi? Parce qu'on avait peut-être 3 rencontres par année où on faisait ça central à Mauricie, à Shawinigan, où on monopolisait tout le monde pour venir, puis tout ça, c'était difficile à monopoliser. Maintenant, avec ces rencontres-là assidues, il y a un besoin que nous avons à chaque mois. Puis tout le monde, comme je disais, était invité. Donc, moi, ce que je dirais pour y arriver, c'est d'y aller directement par l'action, de dire, bon, on crée des cellules. Puis chacun dans nos organisations respectives en ce moment, puis Nadia a un super rôle pour ça, on le vit aujourd'hui. Là, on a une occasion de justement se faire des échanges et tout ça. Moi, je dirais que on va le faire pendant qu'il est chaud, puis on se prévoit des rencontres assidûment. Puis ceux qui participent, ça, c'est super. Puis c'est comme ça que la richesse va commencer de discussions et de la concertation, puis des projets ensemble. Fait que c'est dans le fond, c'est une organisation qui commence, qui parte le bal, autrement dit, puis qu'on perpétue un peu ces échanges-là. Et il va y avoir des choses magnifiques qui vont sortir de là. Ceci dit, c'est vraiment, je dis pas que, je prône pas que j'ai toute la raison et dans le fond, dans ce propos-là, mais je pense que c'est l'action qui va nous amener justement des belles réalisations. C'est simplement mon opinion. Je peux rajouter là-dessus aussi, c'est que puis la démarche d'États généraux, puis pour faire du pouce un peu sur ce que Jean-Frédéric a amené, c'est pour ça qu'au cœur de la démarche, c'est le tour d'horizon, puis ça se passe dans les communautés. Puis pour amener des propos qui ont été dit dans le panel tantôt, le temps, l'espace, puis les outils pour tenir ces discussions-là dans les communautés locales et régionales, c'est la base. C'est pour pouvoir comprendre ce qui se passe, tirer des apprentissages, comprendre l'état de situation. Puis si on fait ça collectivement à travers plusieurs communautés locales et régionales, puis vous avez vu la démarche des États généraux, le lancement est en 2022, donc ça laisse une fenêtre de temps pour se laisser l'espace pour tenir ces moments de discussion-là et de comprendre collectivement un état de situation sur le développement des communautés et d'après de pouvoir basculer dans une vision commune partagée, puis de pouvoir jouer un rôle d'influence plus grand auprès des décideurs politiques afin que les acteurs et les actrices du développement des communautés aient les moyens d'agir sur leur territoire. Mais il faut commencer par l'étape 1, c'est de prendre du temps dans nos communautés pour y réfléchir ensemble. J'aurais une autre question. Il y a un citoyen engagé qui nous demande si cette présentation sera disponible. Oui, tout sera sur le site Internet du collectif dans les prochaines semaines. Merci. Et aussi ce citoyen, Claude Champagne, on va le nommer, qu'on connaît bien, qui aimerait savoir comment on peut s'impliquer concrètement afin de favoriser l'éducation comme pilier d'épanouissement des individus et des communautés résilientes. Oui, vous l'avez vu dans les 2 étapes avant celle de l'événement national. La première étape qui est l'approche territoriale dans les communautés. Donc là, assurément que l'éducation a un rôle à jouer au niveau local ou régional. Mais sinon, dans tout le volet analyse collective, où est-ce qu'on cherche à tisser des liens puis à comprendre davantage sous certains secteurs le développement des communautés, comme Christian l'a mentionné dans le panel par rapport à la culture. C'est quelle place a la culture dans le développement des communautés ou la culture dans le développement des communautés? Mais c'est la même chose pour l'éducation, c'est la même chose pour d'autres secteurs. S'il y a des liens qui se font avec vos réseaux ou vos implications, n'hésitez pas à contacter le collectif pour qu'on puisse voir ensemble comment créer des ponts, puis comment s'arrimer, puis surtout de pouvoir en discuter ensemble de vous au niveau de l'éducation, la place du développement des communautés et vice-versa. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julie? Sinon, on fait... de voir dans le chat, il y a effectivement beaucoup de monde qui se sont exprimés dans le chat ou beaucoup de courriels. Oui, puis peut-être dire qu'il y a une proposition de
de Emmanuel Lapierre-Fortin pour ceux qui sont en Estrie, de faire un petit Zoom régional. Donc, il y a peut-être d'autres personnes là, qui viennent un peu toutes de la même région. Donc, il y a peut-être cette possibilité-là pour explorer, du moins des possibilités de première rencontre. Il y a beaucoup de commentaires, mais il n'y a pas... Est-ce qu'il y a des liens avec les communautés autochtones sur le territoire? Oui, on est en processus là, justement au collectif avec une ressource qui explore actuellement comment on va impliquer davantage les communautés autochtones pour tenir dans leur communauté aussi des espaces de discussion puis d'échanges sur le développement des communautés, puis de voir comment tout ça peut s'inscrire. Même chose au niveau des communautés plus anglophones, on a, je ne sais pas s'il est encore là, mais il y avait Ross du CHSSN, puis du réseau aussi de développement social communautaire anglophone, fait que de voir comment on les implique dans la démarche afin qu'ils nous nourrissent eux aussi de leur perception du développement des communautés puis que ça nourrisse l'état de situation nationale. Peut-être en terminant, il y a une préoccupation qui est nommée, oui, on a besoin de la contribution de tous les partenaires, mais ce serait peut-être pertinent d'avoir certains leaders régionaux pour être certain que la magie va opérer. Donc, il y a peut-être une préoccupation s'il n'y a pas de coordination régionale, peut-être que ça s'effrite un peu. Donc, ça sera aux régions à s'organiser dans leur structure, en fait, à décider de leur propre structure. Exact, mais si je peux rajouter pour mettre de l'encouragement, c'est ce qui se passe, entre autres, au niveau de l'Observatoire en développement des communautés en Estrie. Bon, on l'a vu, elle a mis un commentaire. Dans la capitale nationale, on a le réseau de développement des communautés de la capitale nationale. Donc, ça commence. C'est une démarche qu'on lance aujourd'hui, mais dans le but de laisser le temps aussi aux acteurs des communautés locales et régionales de voir dans leur propre planification comment ils peuvent s'impliquer dans une démarche comme ça. Mais à date, on sent déjà un bel engouement là, au niveau de certains porteurs plus régionaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, vraiment, je vous rappelle, on s'en va vers la fin déjà du lancement, qu'aujourd'hui, on met la table à cette grande démarche des États généraux. Restez à l'affût via le site Internet du collectif, via la communauté passerelle de la démarche des États généraux, via notre infolette et surtout via tous les réseaux partenaires du collectif qu'on a vu, que vous voyez encore à l'écran, qui sont impliqués activement dans la démarche et auxquels vous pouvez faire des liens. Si, par exemple, vous avez un financement de la Fondation Chagnon, vous êtes suivi par Communagir déjà sur votre territoire, mais vous pouvez partir de ce que vous faites, de vos structures existantes, afin d'utiliser les outils qu'on crée au collectif pour alimenter vos discussions. Bref, travailler vraiment avec les réseaux en place qui, eux, sont bien impliqués au collectif et à travers la démarche des États généraux. On a Joël aussi du TIES qui nous dit une synthèse des présentations d'aujourd'hui est disponible dans la communauté sur Passerelle. Donc, vraiment, allez vous abonner à Passerelle et sur l'infolette du collectif si vous voulez suivre activement. Le lancement a été aussi enregistré, donc il sera aussi disponible sur le site du collectif sous peu si vous voulez réécouter les panélistes. Et tous les outils de communication reliés à la démarche d'États généraux aussi seront disponibles sur le site. Voilà, je pense que ça fait le tour de ce beau lancement. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent en si grand nombre. C'est très encourageant pour moi-même qui travaille depuis 1 an dans cette pandémie à travailler à une démarche qui vise à réfléchir à plus long terme sur le développement des communautés. Je suis très contente de vous avoir tous reçus en Zoom cet avant-midi et ce n'est qu'un au revoir parce que la démarche, elle se lance dès aujourd'hui. Bravo, Nadia! Mais là, c'est ça, on ne peut pas applaudir. Bravo, Nadia. Bravo. Bravo, Nadia. Bravo. Merci. Merci. Bravo, Nadia. Merci. Très bien fait. Merci, Monique. Ce n'est qu'un début. Allez. Oui. Merci, Jacques. Salut. Bravo, Nadia. Merci beaucoup. À bientôt. Bye Merci. bye. Bye, Nadia. À bientôt. Merci. Bye, Nadia. Merci. Bye, merci. Au plaisir. C'était vraiment parfait, Nadia. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très beau lancement. Non, mais vraiment. Ah, super, je suis contente parce que ça m'a bien habité pendant les derniers